Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Auditeur d'Europe 1, merci d'être avec nous sur cette antenne. Et auditeur d'Europe 1, je ne sais pas si vous nous écoutez dans toute la France, et j'espère bien, entre 16h et 18h. J'espère que vous êtes déjà allé dans le 13e arrondissement de Paris. Puisqu'apparemment, après les travaux qui ont été faits, 83 millions d'euros, c'est la dépense validée par Anne Hidalgo pour le budget participatif. 1,3 million d'euros pour le projet, un 13e arrondissement en couleur et en histoire. 30 000 euros pour le projet végétaliser la façade d'un centre d'accueil pour toxicomanes. Donc ils ont mis 30 000 euros pour je démarre tout direct l'émission, hein, les auditeurs, hein, les chéris voilà, qui nous écoutez, parce que ça me rend fou. Ce projet vise à végétaliser la façade du centre d'accueil pour les usagers de drogue du 9 rue Beaurepaire. Avec du cannabis. C'est important, hein, la végétalisation sera installée dans les bacs, merci pour votre vanne, hein, dans des bacs sans plastique et ne montera pas sur la structure de l'immeuble. 800 000 euros pour végétaliser des toits des quartiers populaires. 390 000 euros pour le projet de la couleur sur nos murs. C'est l'objectif, c'est de regrouper, d'habiller et embellir les murs de nos rues en imaginant des fresques colorées. 200 000 euros pour le projet à vos graines pré-plantées. Bon, il y a 1,3 million d'euros dans le 13e et il y a 83 millions d'euros en tout. Gauthier Lebray, on démarre direct cette émission. On va pas présenter parce que là, c'est incroyable, hein, franchement. Vous savez combien est la dette de Paris maintenant ? Bah dites-nous. On est à plus de 8 milliards. 8 milliards 200 millions oui, bah, d'euros. 83 millions, ils verront pas. Oui, non mais je vous rappelle que c'était... Mais nous, quand on cherche de l'argent, les Français qui doivent nous écouter sur Europe 1, moi j'ai un problème. C'est-à-dire que en France, on a l'impression qu'il n'y a que les hommes politiques qui trouvent de l'argent. Nous, quand on cherche de l'argent, on ne le trouve pas. Généralement, les Français, ils ont parfois besoin de 5 000 euros, de 10 000 euros. Ils les trouvent pas. Eux, 83 millions. 10 milliards de dettes en 2025. Ouais, c'est ça les prévisions. 10 milliards de dettes. C'était Lucie Castet, la dernière en charge des finances de la ville de Paris. Ouais. Ah bah là, là c'est sûr. Bah, là, et il y a aussi un service communication à la ville de Paris qui est pantagruélique. Il y a beaucoup trop de communicants à la ville de Paris. On est avec des champions là. Tous les services ne font pas les 35 heures en plus à la mairie de Paris. Donc on est parfois, quand je dis ils ne font pas les 35 heures, c'est pas qu'ils font plus, ils font moins. Donc voilà, c'est la définition même de dilapider l'argent public. Voilà. Non, c'est fou. Alors qu'est-ce qu'il en pense d'Artigol ? Je pense que l'idée de budget participatif, c'est une idée qui peut être intéressante. Pourquoi ? Ça veut dire que sur les crédits d'investissement, on dit à la population, on réserve telle somme et dites-nous, vous, ce que vous aimeriez faire. Oui. Moi, j'ai participé, Cyril, dans d'autres communes à des budgets participatifs. On avait pu faire des choses très intéressantes. Alors après, je ne dis pas que tous les projets qui sortent sont intéressants, mais j'attire votre attention sur la végétalisation. Ce sont des projets utiles parce que les villes, maintenant, avec le réchauffement climatique, on a des îlots de chaleur où c'est insupportable d'être en ville, dans de l'hypercentre l'été. Donc ça peut être positif. Mais encore une fois, le fait de faire décider par les habitants ce qu'ils veulent comme investissement. Par exemple, j'ai participé, moi, à ce que des cours de tennis, vous êtes sensible à ça, soient couverts. Et c'est les habitants qui l'avaient décidé. C'est fou, c'est fou. Non, mais ça peut être bien. Oui, mais c'est sympa votre histoire. Hein. Dépenser en ce moment. Non, je ne parlais pas précisément de ça. Je sais mon d'Artigol. Je comprends mon d'Artigol, mais aujourd'hui, là, les mecs, est-ce que c'est le moment le moment de mettre des structures végétalisées sur des centres pour toxicomanes ? Excusez-moi. Non, mais est-ce que c'est le moment ? Est-ce qu'on a l'argent pour ça en ce moment ? Non mais sans rigoler, c'est incroyable. Oui, Gauthier Lebray. 21 millions d'euros les dépenses de la mairie de Paris pour la communication. Voilà. 21 millions d'euros de communication. Voilà. Wow. Pour le seul service de communication, 273 postes. Incroyable. 41 de plus depuis l'élection d'Anne Hidalgo. Et en tout, 417 postes plus largement seraient liés à la communication de la mairie, soit 21 millions d'euros. C'est fou. Alors on a des auditeurs en ligne sur Europe 1 qui veulent réagir. Il y a Nathalie qui est avec nous de l'Essonne. Donc c'est à côté de Paris. Hein. Merci Nathalie d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Très bien Nathalie. Comment ça va ? Je vous en remercie. Bah écoutez, j'ai cru à moi qu'elle a dit je vous en parce que j'ai pas compris. Moi aussi. Bah Nathalie. Non. Nathalie, je vous remercie, Monsieur Hanouna, ainsi que votre équipe. Je vais enlever Monsieur Verdez. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. Non, il n'est pas là. Non. Là, il est à la mairie de Paris. Il est à la mairie de Paris. Il fait des façades végétalisées. Je m'en doute bien. Il a de la chance. Alors, j'entendais que vous indiquiez en fait, j'allais très bien jusqu'à ce que j'entende je suis désolé. le journaliste Monsieur Lebray. Qui par ailleurs est excellent, faut bien se le reconnaître. Merci madame. Oui, franchement, un jeune comme ça fait du bien. Ah bah oui, ça fait du bien. Ça rehausse, voilà. Néanmoins,
Voilà, quand je l'ai entendu là maintenant, j'ai juste envie de vomir. Je vous explique, j'ai une liste non exhaustive de la représentation de Madame Hidalgo à mes yeux. Vous n'allez pas être déçus. C'est ma grande copine. Donc moi je suis artisan, j'ai une entreprise dans le 14e. Je viens de l'Essonne, effectivement chaque jour. Pour faire 21 km, monsieur, je mets 2 heures moins le quart. Oh là là, 2 heures moins le quart. Oui, tous les jours, matin et soir. Mais je sais, donc, c'est le tarif. Merci. Ensuite, donc, elle nous a pondu, parce que moi je l'appelle, parce qu'elle est tellement lunaire qu'on pourrait croire, je sais pas, mais ça lui va bien, c'est Madame Désastre. Mais le désastre, pas lunaire, bien évidemment. C'est une catastrophe. 50 sur le périph. Donc, évidemment, Madame a un chauffeur, donc elle doit pas bien savoir ce que c'est que de se déplacer pour travailler. Donc, nous, 50 sur le périph, c'est un temps énorme pour honorer nos chantiers. De ce fait, on ne peut plus faire tous les arrondissements. Je suis dans le 14e, on m'appelle pour le 18e ou n'importe. Alors Nathalie, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que 14e, c'est pas loin du 13e, et elle a mis des très belles fresques, et elle a végétalisé la façade du centre d'accueil pour toxicomanes, donc ça va. J'ai entendu, oui, pendant que moi, par contre, qui lui paye un stationnement, monsieur, annuel, en tant qu'artisan, je paye mon stationnement de 270 € plus mon quota journalier. Et par contre, je descends pour installer nos chaudières et on se fait enlever la bagnole à Alésia, vous voyez, parce que on n'a pas le temps. Et comme on est chanceux, on nous met pas à Charletti, mais on nous met dans le 93 parce que vous comprenez, on a des estafettes. Voilà. Donc le sujet de Madame Hidalgo, je le connais par cœur, tout comme ces habitations. Ceux qui bossent pas, ils ont des logements. Nous, on est obligés de venir de banlieue pour travailler, mais par contre, personne n'a à se loger. Et là, Madame a de l'argent. Alors quand on voit, j'ai regardé également ce qu'elle fait au niveau de la ville de Paris et de ses frais personnels vestimentaires. Alors là, j'étais ébahie. Oui, on est ébahie. Pour habiller un sac, non, elle est mignonne. Elle est mignonne quand même. Physiquement, elle est pas mal. Elle est belle. Franchement, oui, bien sûr. Elle a du charme. Elle a du charme. Elle a du chien. Elle a du charme. Alors, mais Nathalie, vous allez pouvoir aller regarder la façade du centre d'accueil pour les usagers de drogue du 9 rue Beaurepaire. Oui, elle est magnifique, elle est végétalisée. Payer mon stationnement, évidemment, c'est juste à côté. Non, mais c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Quand on dit qu'on marche sur la tête, Nathalie, c'est fou. Non, mais on est endetté, monsieur, j'ai entendu la dette, mais je la connaissais préalablement. Et excusez-moi, mais endetté comme on l'est, aller faire ce genre de conneries, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Je vous jure. Malheureusement, elle est élue par l'ensemble des citoyens parisiens. On ne nous demande pas notre avis. Alors, qui fait fonctionner Paris ? C'est toutes les entreprises extérieures, monsieur, qui se dérangent chaque matin, qui se tapent toutes ces conneries et qui sont à subir tout ce qu'elle fait qui est complètement insensé. Je suis d'accord avec vous, Nathalie. C'est un système d'élection aussi 83 millions, oui. Le système d'élection est assez curieux, exactement. Ah oui, alors excusez-moi. Il y a un projet de loi pour le changer. Je n'ai pas apprécié, mais les gens, ils ont peut-être pas voté pour Dati parce qu'il a trouvé trop bling-bling. Mais moi, je l'adore. Regardez comment elle gère le 7e, comment elle a géré le Covid, elle est magnifique, Dati. Excusez-moi, mais elle a quand même la carrure qui est autre que Madame Hidalgo. Moi, je l'adore, Rachida Dati, donc je peux pas vous dire le contraire. Moi, je l'adore, vous le savez. Je suis pas à vouloir faire la pro Dati, mais de toute manière, il y aura elle bouge. rien de moins bien que de nous la faire partir au plus vite. Les vélos, il y a eu le drame du vélo. Bien sûr. Il est bien évident que, mon Dieu, ce pauvre jeune, j'ai des enfants qui ont 40 ans, c'est une horreur absolue, 27 ans de manière dramatique. Mais si on légiférait un petit peu à Paris pour les vélos, les trottinettes et les deux roues, où c'est des incivilités, mais permanentes, où on en a ras-le-bol, on peut pas traverser, les vieux ils peuvent pas sortir de ma boutique parce qu'il y a une trottinette qui passe, ils vont se faire en bas. Non mais
Mais les gens, ils se rendent pas compte de ce que c'est que d'être à Paris. Ah mais je vous le dis, c'est ce que je dis tous les soirs. Hein. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Je le dis tous les soirs. Autant à la radio qu'à la télé, c'est un truc de fou. Merci Nathalie d'avoir été avec nous. Elle a trouvé du pognon pour aller faire des conneries et merci à vous Nathalie, en tous les cas, monsieur, et Nathalie, votre équipe pour nous laisser la parole. Vous savez ce qu'on va se faire tous les deux? Je vais vous inviter, on va aller voir la façade végétalisée ensemble. Ah mais alors là, vous n'allez pas être déçus. Je suis hyper drôle en règle générale, mais là, sauf quand je parle d'aide, j'ai des boutons. Merci Nathalie d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup et des gros bisous. Bon courage à vous. Merci Restez à vous avec nous sur Europe 1 dans un instant. Comme on marche sur la tête, vous allez voir ce que je vais vous dire. Vous allez dire vraiment, mais c'est n'importe quoi dans le monde. Hein. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Elle était en retard, mais Dieu soit loué, elle est arrivée. Benaïm est de retour. Alléluia. Bonjour tout le monde. Merci Valérie Benaïm. Il est 16h15, on est sur Europe 1, on est en direct, on marche sur la tête. Merci. D'Artigol, si vous êtes. Vous n'allez pas dire le nom de l'émission. J'ai loupé le wagon, donc. Merci. Et Fabien Lecoeuvre est là. Ah, comment il va celui-ci? Je vais bien. Je l'avais pas vu. Je vous écoute. Très sympa. Je vous écoute. Comme ça, vous pouvez faire de chez vous. Non, je préfère venir ici pour vous écouter. N'hésitez pas, venez. Écoutez, si vous avez un petit billet à prendre, n'hésitez pas à prendre. Vous savez, nous, je vous jettera jamais la pierre. Les chéris, est-ce que vous avez vu ce qui se passe avec Taao? Ah oui. Donc arrêté en Suisse, donc le principal suspect dans le meurtre de Philippines, il refuse son extradition vers la France. Donc lui, il croit qu'il est encore en mesure de décider et de dire oh non, je refuse. Mais il a le droit. Oui, mais c'est ça le plus fou. C'est ça qui est grave. C'est ça le plus fou. Ouais. Non, il dit non. Il a le droit. Alors. Quand vous parlez aux magistrats, on vous dit tout ça va prendre du temps, ça va peut-être être repoussé de 6 mois, d'un an, mais à la fin, il sera extradé en France. Oui, mais ce qui est fou, c'est que il ait le droit de dire non. Et donc on va perdre du temps. On va perdre du temps pour organiser un procès. Peut-être que la famille l'attend, ce procès. Il y a des familles, on ne sait pas toujours comment ça peut réagir du côté des familles des victimes. Certaines veulent se constituer partie civile. Et il a le droit de dire non. S'il avait dit oui, ça aurait été une procédure simplifiée. Et en quelques jours, il était sur le sol français. Non, mais il a dit non. Mais voilà. Donc pour vous dire, ça veut dire donc il y a quand même des avocats qui lui ont dit non, il est entouré, donc ça veut dire que c'est la son d'avocat. C'est ça. Oui, c'est le système judiciaire aussi helvétique, c'est la Suisse. C'est le système helvétique qui va décider donc de la réponse. Bon, le scénario le plus probable, c'est que on le récupère. Pas tout de suite, mais ça prend du temps. Oui, mais bien sûr qu'on va le récupérer. C'est pour le récupérer dans un an et demi. C'est n'importe quoi. Excusez-moi. On marche sur la tête, c'est incroyable. C'est clair. Et lui, il fait le malin, lui encore. Il fait encore le malin. Lui, c'est vraiment. Mais le mec, il fait encore le malin. Mais ces mecs-là, moi, excusez-moi. Franchement, c'est il a violé. Il est sous OQTF. Il ouvre encore, lui. Il était en CRA. Il devait aller dans une chambre d'hôtel. Il s'est barré. Il a fui dans la nature. Il a tué. Il fuit avec la carte bancaire de Philippines jusqu'en Suisse. Il se fait arrêter et là il refuse l'extradition. Lui il est tranquille, il est en Suisse, là il doit être en train de nous écouter là, cet abruti. Mais on n'allait pas attendre autre chose de ce pédigré là, de ce profil. Excusez-moi, mais franchement, il n'y a aucune surprise. Moi, lui c'est pas le sujet. C'est qu'on organise un état de droit où il puisse dire non. C'est ça le sujet. Sûr, les lois ne sont plus adaptées aux hommes. Il y a une fiche d'information du ministère sur les procédures d'extradition. Et cette fiche explique que la procédure ordinaire peut durer plus d'1 année, notamment dans les cas complexes et si tous les voies de recours sont saisies. Donc s'il saisit toutes les voies de recours, il peut rester 1 année avant d'arriver sur le sol français. Entre 6 mois et 1 an. Très bien. Bravo. C'est magnifique. Entre 6 mois et 1 an. Donc les parents de Philippines et tout le monde va attendre entre 6 mois et 1 an pour que ce Gugus revienne de Suisse. Hein. Dans le meilleur scénario. Cet abruti. Exactement. Dans le meilleur scénario. Janine est avec nous sur Europe 1. Janine qui nous appelle d'Auvergne. Merci Janine d'être là. Oui, bonjour. Merci pour votre émission. Merci Janine. Janine. Écoutez, je peux pas vous dire dans quel état je suis, parce que ça m'horripile. De quel droit ce type peut dire non, je veux pas y aller? Mais c'est fou. De quel droit? Non mais ce guignol, cet abruti, c'est un abruti, c'est un monstre. Hein, pour moi, c'est un monstre. Pour moi, c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre. On lui donne encore le choix. Lui, il a encore le choix parce que Philippines, elle a plus le choix. Hein. Ni les parents de Philippines. On leur a pas laissé le choix, ils n'ont plus le choix. Mais lui, il a encore le choix. Non, je vais rester en Suisse, moi. Vous savez, moi, c'est bon. Qu'est-ce que vous préférez, séjourner en Suisse ou en France? Non, mais vous vous rendez compte? Non, mais Janine, moi, je vous jure, je deviens fou. Excusez-moi, je deviens fou. Mais c'est pour nous narguer. C'est une façon de nous narguer, de nous dire je vous aurai jusqu'au bout. Hein. Mais je vous jure. C'est tout. Il y a ça. Il y a du vice. C'est un vicieux. C'est un malade. Bon, c'est un malade. Comment vous voulez, Janine, qu'on ne devienne pas fou avec ces institutions? Non, mais moi, il y a même pas de débat. Lui, on lui laisse plus le choix de. Lui, on ne lui laisse plus le choix de rien.
Choisir. On lui laisse plus le choix de rien. Déjà qu'il va nous coûter de l'argent. Ah oui, parce que là-bas, qui va payer? C'est encore nous. Bah bien sûr, quand il va arriver en France, ça va nous coûter 32 000 € par an pour un monstre pareil. Et dites-donc, votre collègue dit au mieux 1 an. Oui. Ça veut dire quoi? Il peut rester encore plus? Ah mais bien sûr, il peut rester encore plus longtemps. Non mais sur le papier, il y a un scénario où il peut même être libéré. Ça c'est vraiment auquel on ne croit pas. Hein. C'est sur le papier, mais donc je vous dis, l'extradition vraisemblablement, s'il va jusqu'au bout des recours, c'est 1 an. Bah bien sûr, c'est le plus probable. Bien sûr, non, mais moi, Janine, moi, je vous jure, bien sûr, 1 an, 2 ans. Mais moi, ce qui me tue, Janine, c'est le principe qu'on lui laisse encore le choix. Bien sûr, c'est tout de suite. Il n'y a même pas de choix, il doit même pas discuter. C'est chez nous, il doit. Ça s'est passé chez nous, tout de suite on le ramène. Alors attendez, Cyril, il y a une chose sur laquelle je veux revenir. J'ai essayé de vous appeler hier. Dites-moi. C'est au sujet de l'AME. Ah bah merci. Soi-disant. Attendez, j'ai essayé de vous appeler, mais bon, j'étais coincé. Attendez, moi je vais vous donner mon avis. On vous a dit 5. Oui. On vous a dit 5. Mais c'est déjà énorme. Alors c'est comme la dette. Oui. Hein, au départ, c'était 3 fois rien, et maintenant, c'est multiplié par 10. Alors, le nombre de recollages d'oreilles, il ne doit pas être de 5. Hein. Alors, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Mais alors moi je vais vous dire, déjà pour moi 5 c'est déjà inadmissible. Ça prouve que ça existe. Parce que ça prouve déjà que ça existe et je suis pas c'est très possible c'est très possible aussi que ce soit plus je vous le dis. C'est les chiffres du ministère de la Santé. Voilà exactement. Mais Janine, déjà 5 personnes qui vont se faire recoller les oreilles. Et il y a encore des naïfs qui viennent nous dire que c'est pour des raisons médicales. Je suis dans le médical et toute ma famille est dans le médical. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se fait recoller les oreilles parce que il y a peut-être un risque de mort ou d'aggravation? Non mais arrêtez de dire des bêtises, on sait très bien que c'est esthétique. Bah non, ça n'arrive jamais. Les mecs ils prenaient trop le vent parce qu'ils avaient des oreilles décollées. Arrêtez un peu, c'était des champions de char à voile. Non mais faut arrêter de nous prendre pour des cons. Non mais franchement, Janine. Non mais c'est partout qu'on nous prend pour des imbéciles. Mais bien sûr, on nous prend vraiment pour. Oui, mais Janine, le problème qu'il y a, c'est que même moi, dans mon entourage, je vais pas citer de nom, vous les connaissez, j'en ai qui croient à ces bêtises, mais c'est ça qui est fou. Bah oui, qui croient à ces bêtises. Et qui me disent non, c'est pour des raisons médicales qu'ils se sont fait recoller les oreilles. Bah oui, parce que sinon il y avait des risques. Ils pouvaient vraiment. Ouais. Dans le rétroviseur, c'est peut-être pour conduire dans le rétroviseur, ça devait les gêner. Voilà. Alors, bien sûr. Bah oui, c'est incroyable. Bon, merci Janine en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1. Moi je vous remercie. Je vous le dis honnêtement, il n'y a pas tellement longtemps que je vous écoute. Ah bah merci. Je suis CNews, mais je savais pas que sur Europe 1, j'étais là. Je pouvais retrouver tout cela. Eh ben merci. Alors là, je veux pas dire que je suis au top parce que des fois je coupe la radio tellement vous dites de vérité que ça me rend malade. Ah bah je suis désolé Janine, mais vraiment j'essaie de faire le mieux et de dire les choses parce que quand je vous dis j'ai choisi le nom de l'émission, j'ai choisi En Marche sur la tête, chaque jour je me dis c'est pire que ce que je pensais. Voilà. Donc mais c'est inimaginable. C'est inimaginable. Merci Janine d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous Janine. Beaucoup et bonne continuation. Et ça me fait très plaisir que vous nous écoutiez tous les jours. Merci beaucoup. Merci d'être sur Europe 1. Et puis pour la pauvre Philippine, j'ai vu la réaction de Madame Hidalgo. Ah bah oui. Ça l'a classé quand on avait mis que c'était un Marocain au QTF et tout le soin violeur, récidiviste, ça lui avait glacé le sang. Bah bien sûr. Moi je veux pas être méchante. Mais ces gens-là, ils n'ont vécu aucun malheur. Donc, ils ne savent pas ce que ça représente. C'est fou, je vous jure. Mais moi, Janine, ce qui nous a glacé le sang, surtout, c'est le sort de Ludivine. C'est le sort de Philippine. C'est tout. Le reste, je vais vous dire, franchement, ça ne compte pas pour nous. Pour moi, cette personne-là ne compte pas pour moi. Voilà. C'est un monstre. Elle s'exprime. Attendez, elle s'exprime. Je parlais de ce Taao, là, voilà, qui est. Voilà, c'est ce monstre. Merci, Janine, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup, merci. À bientôt et merci Janine. Merci Gauthier. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que exactement, je pensais à ça parce qu'on parlait de Anne Hidalgo, puis l'auditrice précédente est revenue sur le terrible drame et ce jeune homme, ce jeune cycliste qui s'est fait rouler dessus par un SUV. Et il y a Yann Brossat, sénateur, qui a proposé d'interdire les SUV dans toute la capitale. Et donc on sait comme il est lié à la majorité de Anne Hidalgo. Et là je me disais, ça c'est de la pure récupération politique. Et c'est la même qui ensuite va critiquer une affiche. Il va lui même dire, ce qui me glace le sang,
c'est pas la mort de Philippine, hein, c'est l'affiche qui glace le sang d'Anne Hidalgo, où on rappelait simplement les faits par qui elle a été tuée, tout simplement. Donc je veux dire, il y a un 2 poids 2 mesures là. Le SUV, on récupère politiquement et on dit qu'il faut interdire tous les SUV parce qu'il y a un horrible personnage qui a tué un cycliste. Il faut interdire tous les SUV dans Paris. Yann Brossard. Mais quand c'est Philippines, alors faut surtout pas rappeler les faits parce que ça c'est du racisme et de la xénophobie. Ah là, il y a quelque chose qui va pas. C'est sûr. Merci Gauthier Lebray. Il y a Marc qui est avec nous. On a 1 minute pour prendre Marc en ligne avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Vous nous appelez bien sûr pour réagir. Bonjour Marc, merci d'être là. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Bien sûr Marc. Vous nous appelez d'où Marc ? Oui, je vous appelle de Lyon. De Lyon, ah ben magnifique, j'adore Lyon. Je fais très peu de résultats au paddle là-bas, mais j'aime bien. Par contre, Cyril, si je peux faire une petite aparté, une petite parenthèse. Alors, parce qu'en fait, je suis obligé de vous dire la vérité. En fait, comme vous avez un souci avec les mots, les prénoms arabisants, du coup, j'étais obligé de m'appeler Marc pour pouvoir passer à l'antenne. On n'a aucun souci, nous. Alors, vous savez quoi, Marc, vous pouvez prendre votre prénom normal et on va vous reprendre dans un instant sur Europe 1, le temps de faire une petite pause. Et vous nous appelez quand vous voulez et vous restez avec nous et changez de prénom. Attendez, j'ai pas fini, si je peux dire, parce que j'ai un petit passif avec vous. Oui, mais Marc, alors je sais pas comment vous appelez, mais on vous reprend dans un instant sur Europe 1. On vous reprend dans un instant, Marc, d'accord ? Et mettez votre vrai prénom, hein. Tout le monde est bienvenu sur Europe 1. Tout de suite, merci. À tout de suite, Marco. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1 et on a parlé de pas mal de sujets déjà. On a parlé d'Anne Hidalgo et avec cette affaire, il dilapide des centaines de milliers d'euros pour le budget participatif, 83 millions d'euros. Moi, je les ai pas sur moi. Moi, je vous le dis, je les ai pas sur moi. Et puis, on a parlé de Taao, le principal suspect dans le meurtre de Philippine, qui refuse son extradition vers la France. Lui, il considère qu'il peut encore choisir, qu'il peut encore, il peut encore l'ouvrir. Hein. Lui, il peut encore choisir, il peut encore faire le malin. C'est incroyable. Hein. Lui, vraiment, c'est fou. Des monstres, oui. Il y a le nouveau ministre de la Justice, Didier Migaud, qui a réagi, évidemment, et il a dit, il est aujourd'hui détenu en Suisse. Il y a une garantie au niveau de sa détention, encore heureux. Maintenant, je ne peux pas me substituer à la justice suisse et au gouvernement suisse. La France insistera pour que cette personne soit jugée en France. C'est fou, non mais c'est fou. Marina est avec nous en ligne sur Europe 1. Bonjour Marina. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Marina. Vous nous appelez de la Sarthe, c'est ça ? Oui, c'est ça, à côté du Mans. Merci d'être avec nous Marina. Vous faites quoi dans la vie ? Je travaille dans l'immobilier. D'accord, très bien. Très bien. Alors l'immobilier, est-ce que ça marche dans la Sarthe ? Parce que là, à Paris, je vous dis la vérité, c'est figé. Hein. Chez nous, là, c'est gelé, comme on dit. Hein. C'est gelé. On est d'accord. Hein. Et je rappelle, alors on a eu un jeune homme qui nous a appelé il y a un instant, qui a dit qu'il avait changé son prénom pour passer à l'antenne. Sachez-le, c'est complètement, encore n'importe quoi. Encore quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Sachez-le, juste ce qu'on veut, nous, c'est des gens qui viennent à l'antenne avec pour avoir une idée, avec sincérité, pour développer, leurs arguments, peu importe le prénom, etc. Qui s'appellent, bien sûr, Robert, Hendrik, José ou Mahmoud ou Cyril ou Julio. Ou Julio, oui, avec grand plaisir. Donc je vous le dis. Donc Marina, vous, c'est votre vrai prénom. Ah oui, je vous confirme. Non, mais je rigole avec vous. Marina, vous vouliez réagir sur cette affaire, donc arrêtée en Suisse. Taao refuse son extradition vers la France. C'est complètement dingue. Voilà, les mecs, ils ont encore le droit de choisir, oui. On se met à la place des parents une seule minute. Comment ils peuvent entendre ça ? Bien sûr. Moi, je suis maman de 3 enfants, mais à quel moment il peut décider de savoir s'il revient ou pas, on fait ce qu'on veut ? Ce mec, il devait déjà même pas être sur le territoire, déjà à la base. Et puis, peu importe, j'ai envie de dire, l'État là, devrait jouer son rôle de dire, bon, il revient ici, point. Il l'a tué, il l'enterre, et on dit, écoute, il fait ce qu'il veut, il reste là-bas, il n'y a pas de souci. Ça va durer combien de temps ? 1 an, 2 ans, 3 ans ? Alors, le ministère fédéral de la justice suisse peut suivre la volonté du prévenu, mais peut aussi s'en écarter et exiger l'extradition. Il faut que la Suisse... il faut qu'il s'en écarte, on est d'accord. C'est vraiment inadmissible, ça, Maria. Mais cela dit, même si la Suisse décide d'exiger l'extradition, l'accusé en question, il peut faire un recours encore, et ça peut monter jusqu'au tribunal fédéral, la plus haute instance juridique suisse, et là, il reste en détention jusqu'à la fin de la procédure d'extradition. Non, mais ça peut durer, et un monstre comme ça peut encore faire des recours, lui. Lui, il peut faire des recours, il peut se défendre, il peut encore... Mais ça, moi, ça me rend fou, moi, Marina, excusez-moi. Moi, je vais vous dire un truc, je reconnais plus du tout, honnêtement, je reconnais plus ma France.
Ah non, mais là, on parle. Là, c'est la Suisse. Mais c'est vrai que. Non, moi, j'aurais été la France, je vous dis la vérité. Je suis désolé les mecs, faut arrêter. C'est comme les histoires. Quand on dit ils vont pas être récupérés dans leur pays, quand des migrants qu'on malheureusement ou des OQTF qu'on renvoie chez eux. Je vais vous dire, il faut arrêter un moment. Faut prendre son téléphone. Il y a certainement des contacts. Non, mais il faut appeler son téléphone. Arrêtez. Moi, je vais vous dire la vérité. Vous appelez la Suisse, vous dites écoutez-moi bien, ce gars-là. Je veux dire, ce qu'il a fait en France, je le veux demain en France. Voilà, c'est tout. C'est demain matin. Et il est quelle heure ? Il est 18h. Demain matin à 6h, on va aller le chercher à l'aéroport nous-mêmes. Hein ? Vous inquiétez pas. Et il va rester en France. Donc je suis désolé, excusez-moi. C'est pas possible. Ça bouge pas. Comme beaucoup de choses, malheureusement. Bien sûr. Non, mais je suis désolé, Marina. On est d'accord. Faut arrêter la Suisse. Je vous le dis. Je regarde vos émissions régulièrement le soir. Merci, Cyril. Marina. Merci. Je vous assure que c'est vrai. Et je regarde mes enfants et je me dis, mais je suis triste pour vous, je sais même pas où vous allez, ça m'inquiète, même quand ils sortent, voyez, on est dans une insécurité. Cette pauvre gamine là qui sortait de son lycée, de la fac, vous savez que la fac elle est juste à côté de chez nous là, on fait la radio juste à côté. Pleine journée, 14h. C'est à côté, c'est pleine journée, c'est une fac qui est extrêmement réputée, la fac de Dauphine. Et non mais c'est en plus, c'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui était, c'est fou. Elle avait un avenir radieux, la fac de Dauphine. Voilà. Et il y a un monstre, et il y a un monstre qui se permet encore de dire non, moi je vais rester en Suisse. Pour l'instant, je suis bien en Suisse. Je vous dirai quand j'ai envie de retourner en France. Pour l'instant, tranquille. Mais moi les mecs, j'appelle la Suisse, je leur dis les mecs. Lui, il reste pas une minute de plus en Suisse, vous nous le ramenez ici. Voilà. C'est clair. Ah, c'est clair. Mais là, on a des gens qui n'agissent pas. Si, ça, je vais vous dire un truc, ça, on paye, on subit des choses, on a une insécurité totale. Vous voyez, là, je vous parle de la Sarthe parce que voilà, vous regardez au Mans, mais vous pouvez même plus mettre un pied au Mans. Moi, je n'y vais même plus. Je me suis fait agresser pour une cigarette. Ah, bah ouais, vous vous rendez compte ou pas ? Mais vous vous rendez compte ou pas ? Ça va pas bien, non ? Non, mais vous vous rendez compte ? Mais c'est fou. Je vous le dis. Et aujourd'hui, les Français, déjà, on leur enlève tout, mais ils peuvent plus vivre. Ils peuvent plus. Les Français ne peuvent plus avoir de loisirs. En fait, c'est un truc de fou. On a l'impression qu'on veut tout leur enlever, et l'insécurité, elle est incroyable. Et je suis désolé. Moi, j'aurais jamais pensé un jour dire je veux quitter la France. Ah bah ouais. Je vous le dis. Bah vous savez qu'ils sont de plus en plus nombreux à dire. Franchement, j'y pense et j'ai vraiment envie de partir. Je supporte plus ça. Même là, vous voyez la petite commune où je suis, Mulsanne, mais c'est la même chose. Ça vient chez nous maintenant. Il y a une insécurité tout le temps. Je comprends pas que ce mec-là, il prenne une décision et qu'il dise de son propre gré, je reste en Suisse. Mais il a même pas la faculté de dire je reste. Déjà, le jeune n'existe même plus. Je suis complètement d'accord. Mais pour moi, Marina, il ne doit plus avoir le choix, lui, déjà. Mais c'est terminé. Pour lui, il fait voilà, c'est terminé pour moi. Pour moi, sa vie est terminée, en fait, entre guillemets. C'est fini. Il n'a plus le choix de rien. Je vous envie beaucoup, vous et tous ceux qui sont sur le plateau, parce que vous avez une chance extraordinaire de pouvoir dire ce que vous avez envie de dire tous les jours. Parce que moi, c'est même pas une colère, c'est un manque, vous voyez, on peut même plus s'exprimer. Vous dites quelque chose, c'est tout de suite mal interprété, alors que c'est pas du tout dans ce délire-là. Mais vous avez une chance extraordinaire aujourd'hui, et continuez, parce que c'est que du bonheur, je vous assure, de pouvoir débattre de tout, même si c'est des choses hyper graves, hyper tristes, mais au moins vous avez le pouvoir d'en parler, et le pouvoir de pouvoir faire pousser les choses et d'avancer les choses. Et je vous dis bravo, quoi. Écoutez, on essaye, en tout cas. Marina, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci, Marina. Merci beaucoup, Cyril. Merci. Dans un instant, le dérapage budgétaire vers une commission d'enquête parlementaire. Bruno Le Maire a-t-il dissimulé le dérapage ? On va en parler dans un instant avec les infos, bien entendu, de Gauthier Lebret. Restez avec nous. On a quand même un extrait incroyable de Bruno Le Maire. Vous restez avec nous sur Europe 1. On revient dans une minute. Vous nous appelez 01 81 des mensonges. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h41 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. On est bien entendu en direct. On marche sur la tête et on va revenir sur le dérapage budgétaire vers une commission d'enquête parlementaire. Bruno Le Maire a-t-il dissimulé le dérapage ? Sa sincérité mise en doute. Perroquet, mensonge, calomnie, approximation, a lancé Bruno Le Maire lors d'une interview en mai 2024 sur LCP. On va réécouter cette affaire. C'était en mai 2024 sur LCP. Il avait qualifié les accusations qui mettaient en doute la sincérité du ministre du Budget de mensongères. Écoutez.
Le Sénat vous accuse d'avoir violé la loi organique en maquillant les comptes et en camouflant une note de la Direction générale du Trésor que vous aviez depuis le mois de février. Aux mensonges, aux calomnies et aux approximations du Sénat sur le sujet. Ce sont des mensonges, des approximations et des calomnies. Vous n'aviez pas d'informations depuis l'automne par rapport à un déficit qui pourrait s'établir à 5,5 du PIB. Mais ces informations étaient... Enfin, pardon, je suis pas sûr que ça passionne nos téléspectateurs qui lisent le rapport du Sénat et qui lisent surtout mes déclarations. Ça m'a pris 3 heures au Sénat. Donc si vous avez 3 heures devant vous, je pourrais vous faire le récapitulatif de A à Z des décisions que j'ai prises. Mais si vous aviez ou si vous n'aviez pas ces informations. Eh bien, en une phrase, je vais vous dire, je n'accepte ni ces mensonges, ni ces approximations sur un plateau de télévision. Ah, il est bon, en tout cas, le journaliste LCP, bravo à lui. Mais oui, si, ça intéresse les téléspectateurs, monsieur le maire. Il dit, est-ce que vous pensez que ça intéresse vraiment les téléspectateurs? Alors, ce matin, dans la grande interview de Sonia Mabrouk sur Europe 1 CNews, le président LR du Sénat, donc Gérard Larcher, est revenu sur les dérapages budgétaires de la France. Écoutez ce qu'il dit. Gérard Larcher s'est transformé en Anne Romanoff. On ne nous dit pas tout. Écoutez. D'ailleurs, hier, la commission des finances a décidé de poursuivre son travail pour connaître les causes réelles et sincères. Et je dois dire qu'un certain nombre d'interrogations se posent sur la sincérité de ce qui nous a été présenté à l'automne 2023, de ce qui nous a été dit ce printemps. Et donc, nous verrons les conclusions de la Commission des finances. Je lui fais confiance. Je vois votre prudence ce matin. Pas prudence, mais... Vous attendez les résultats, mais pour vous, c'est soit Gérard Larcher de l'amateurisme, soit il y a suspicion d'une volonté délibérée, et quand même, on parlerait d'un scandale, d'un mensonge d'État. Je crains qu'on ne nous ait pas tout dit, pour reprendre une formule d'un humoriste. C'est incroyable, ça, ce que dit Gérard Larcher. Non, mais les mecs, vous vous rendez compte ce que dit Gérard Larcher, le président du Sénat. Deuxième personnage. Exactement, Gauthier Lebray. Donc, il y a 2 points de PIB de plus en ce qui concerne le déficit. Ça équivaut à 50 milliards en l'espace de 9 mois. Et c'est le rapporteur général du budget qui dit il y a potentiellement un gros mensonge d'État. Je le cite. Dissimulation ou amateurisme, c'est l'un des deux. Donc vous avez rappelé, Cyril, cette commission d'enquête, donc c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale qui s'est transformée en commission d'enquête. Elle sera présidée par Éric Coquerel. Il y a 2 rapporteurs, l'un est Éric Ciotti, l'autre est un macroniste Mathieu Lefebvre, et il dit déjà cette commission d'enquête est formidable parce qu'elle va prouver qu'il n'y a eu aucun complot. Et Michel Barnier, par contre, le Premier ministre qui avait pointé Gabriel Attal du doigt à l'Assemblée nationale, se félicite de cette commission d'enquête et espère qu'elle apportera la vérité. Alors, Bruno Le Maire, il a dit qu'il était à la disposition évidemment de la commission d'enquête. De toute façon, il n'a pas le choix, il sera convoqué, il devra aller répondre. La question, c'est est-ce qu'il a alerté, oui ou non ? Parce que là, on l'entend dans le sonore, il dit aucune dissimulation. Il y a quelques mois, au moment où on est en pleine campagne pour les européennes, il propose un projet de loi de finances rectificative pour justement faire des économies. Et l'Élysée lui dit non parce que il y a une élection à venir, et si on commence à dire faut faire des économies et à mettre un plan d'austérité dans la figure des Français, c'est évidemment pas bon pour les élections. Donc vous allez voir, Bruno Le Maire, à mon avis, il va pas redire ce qu'il a dit dans le sonore qu'on vient d'entendre sur LCP. Il va plutôt charger le président de la République en disant que c'est le président qui a refusé à ce moment-là de faire des économies. Parce qu'il y a quand même une grande différence entre l'ancien ministre de l'économie et des finances et le président, c'est la responsabilité devant les juges. Les ministres sont tenus responsables de ce qu'ils font quand ils sont ministres. Il y a maintenant ce qu'on appelle la CJR, la Cour de justice de la République, qui les juge sur ce qu'ils font quand ils sont ministres. Tandis que le président, il est sous immunité et donc il ne sera jamais responsable de quoi que ce soit durant les 10 ans où il a été à la tête de l'État. Donc voilà, on va voir quelle va être la ligne de défense de Bruno Le Maire, mais ça risque d'être celle-ci. On a l'impression qu'il prépare déjà une contre-offensive. Il avait déjà fait une petite formule un peu énigmatique où il disait la vérité éclatera, etc. Où on comprenait qu'il ouvrait le parapluie tout en pointant du doigt l'Élysée. Oui, c'est cette phrase la plus importante, parce que cette phrase, elle annonce des rendez-vous difficiles au sein du macronisme, un peu explication de texte maintenant. On verra ce qu'il donne dans le fond, ce qui a été dit est vrai, il fallait une loi rectificative. Donc pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu? D'après moi, c'est le président qui n'a pas voulu faire ça quelques semaines avant les européennes, Cyril. Exactement. C'est surtout ça qui était important. Exactement. Alors, regardez ce qu'avait dit Bruno Le Maire quand on lui disait qu'il y avait une glaouille dans le potage. Alors, cher monsieur, vous faites le perroquet. Mes accusateurs. Mais si, pardon, vous faites le perroquet des accusations du Sénat.
Ouais, il disait qu'on était des perroquets. Voilà, donc des perroquets. Voilà, donc c'est vrai qu'en vérité, pour résumer, moi, vous savez, moi je dis les choses. Il y a quand même une glaouille dans ce potage, dans ce budget. On va pas se mentir. L'image est parlante. L'image est parlante. Un schmeul, non, hein. Schmeul. Ouais, mais c'est vrai, c'est un schmeul. Merci. Frédéric est avec nous, 62 ans. Frédéric qui est là, qui habite en Île-de-France. Merci Frédéric d'être avec nous. Fredo. Allô. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Cyril. Merci d'être avec nous Frédéric. Bonjour à toute l'équipe et merci pour votre émission qui est super sympa et qui permet aux citoyens lambda de s'exprimer devant tout le monde. Eh ben merci Frédéric, c'est bien gentil d'être avec nous en tout cas sur Europe 1. On est très heureux d'avoir des auditeurs tous les jours en ligne entre 16h et 18h. Vous nous appelez, vous n'hésitez pas, 01 80 20 39 21. Frédéric, vous vous rendez compte de cette affaire? Mais c'est incroyable parce que on va tout droit quand même vers une dissimulation. Moi, quand j'entends le président du Sénat ce matin sur Europe 1, chez Sonia Mabrouk, quand il dit on ne nous a pas tout dit, on ne nous dit pas tout, c'est quand même, c'est un petit aveu quand même, Frédéric. C'est inadmissible, surtout devant des parlementaires tels que le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. Il y a tout un tas de commissions et de cellules de contrôle, comme la Cour des comptes. C'est carrément, ces gens-là devraient être en prison. Une entreprise ferait ça, il y a longtemps que le patron, le PDG, sera en prison. Surtout sur des sommes pareilles. On nous prend vraiment pour des imbéciles. Le citoyen lambda est vraiment pris pour un, excusez-moi, pour un con. Non, mais Frédéric, je vais vous dire, je suis plutôt d'accord avec vous sur, et je le dis tous les jours, c'est incroyable ce qui se passe. C'est incroyable parce qu'en fait, ce qui se passe, qu'on nous demande, c'est de payer pour les erreurs qui ont été commises. Sur les mêmes sommes d'ailleurs, 10 milliards. Mais c'est ça, c'est incroyable. On nous demande d'aller chercher 60 milliards alors que c'est 50. C'est-à-dire que c'est mal géré, c'est comme si moi demain, je gère mal mon entreprise et je vais voir les salariés, je leur dis, bon les mecs, je perds 5 millions d'euros cette année, donc je vais vous demander, donc les mecs, vous allez faire un petit effort, vous allez m'éponger les 5 millions, l'année prochaine je gérerai mieux, vous inquiétez pas, mais pour l'instant... Ou les actionnaires, c'est ça, oui. Non, mais c'est vrai qu'il a raison, quand on entend qu'il y a un dérapage de 50 milliards et de l'autre côté on dit aux Français, il va falloir se serrer, enfin de trouver 60 milliards. Donc là, on se dit, mais attends, les 60 milliards que vous cherchez, ben, en fait, c'était le dérapage que vous avez fait. Comme ça. C'est incroyable. Et d'un autre côté, je relis ça, alors, qui n'a rien à voir, mais je relis ça quand même un petit peu aussi à notre histoire. C'est 8, mine de rien. Vous vous rendez compte? C'est 8, c'est combien? Ils veulent tout casser. C'est-à-dire que c'est une chaîne, c'est la première chaîne de la TNT. Elle cartonne. C'est un truc de fou. C'est énormément d'emplois. C'est une émission quotidienne tous les jours en direct. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le nombre de gens qu'on fait vivre et le nombre de techniciens qui comptent sur nous. Et eux, bah, ils arrivent, ils disent, ah bah non, finalement, on va arrêter C8 parce que ça marche peut-être trop bien. C'est pas bon. C'est quoi la truc? Ah ouais, non, c'est parce qu'il y a eu un problème avec Louis Boyard. Donc, Louis Boyard qui a des problèmes partout. Hein. C'est pas Louis Boyard. Moi, c'est pas moi qui ai des problèmes. C'est Louis Boyard qui a des problèmes partout. Moi, j'ai aucun problème avec personne, à part avec Louis Boyard. Hein. Donc, c'est fou. Non, mais ils veulent tout casser. C'est incroyable. Frédéric. Le pire, c'est que ces gens-là se prennent pour des gens extrêmement intelligents. Ils le sont certainement, mais ils sont totalement incompétents. C'est ça. Par contre, moi... le moins de petits patrons qui ferait une erreur de quelques centaines d'euros serait poursuivi par les impôts, des redressements. Mais nous, par contre, Frédéric, ils nous prennent pour des cons. Hein. Et moi dedans, hein, je vous le dis, parce que moi aussi, ils me prennent vraiment pour un abruti aussi. Ils me prennent pour un abruti aussi. Donc on est tous dans le même panier, hein, je vous le dis. Oui. Et puis en plus, sur ces histoires d'économie, de budget, il y aurait tellement de lignes budgétaires sur lesquelles on pourrait faire des économies. Ah, bien sûr. Je vais prendre juste un exemple. Aux États-Unis, ils sont 5 fois plus nombreux que nous. Oui. Bon, je fais une parenthèse, je sais bien que le système politique est différent. Oui, mais bon. Ils ont 435 représentants, ce qui doit représenter, correspondant à nos députés, 100 sénateurs, 2 par État. Nous, on a quasiment 600 députés, 577 et 348 sénateurs. Bien sûr. Ouais. Donc là, on réduirait ne serait-ce que le nombre de députés à les 400, 450. Le nombre de sénateurs, allez, 2 par département, un peu comme les États-Unis pour leurs États. Ça nous ferait, 200 sénateurs. Déjà là, on ferait plein d'économies. Mais non, mais il y en a plein d'autres. Hein, je peux vous dire, Frédéric, vous avez raison, il y a ça. Mais il y a tellement de choses. Si on prenait ligne par ligne, je peux vous dire qu'on les trouve, les 20 milliards. Hein. Ah, on les trouve très vite, les 20 milliards d'économies. Facile. Et quand je prends, alors, par petit bout, effectivement, réduire le nombre de sénateurs, de députés, ça va peut-être faire gagner quelques centaines de millions d'euros ou quelques dizaines de millions. Mais c'est toujours ça. Moi, au quotidien, je fais des économies. Je gratte surtout quand je regarde, je compare les prix au kilo. Si je vais prendre des tomates à 1,50€ et l'autre à 1,80€, bah, je vais prendre celle à 1,50€. Ah oui. Non, mais... Alors c'est peut-être du gain petit, mais non, mais c'est comme ça. Si ces gens voulaient être crédibles, il faudrait au moins qu'ils nous montrent l'exemple. Il faut être exemplaire. Moi, j'étais au officier de réserve quand j'ai fait mon service militaire. Avec mes soldats, je voulais pas faire de kéké. Pour être respecté, j'essayais d'être respectable et donc d'être exemplaire. Et ces gens-là ne savent pas être exemplaires. Donc faites des efforts et on me croira, on vous suivra. Mais si vous demandez toujours aux Français
de faire des efforts. Faites des efforts. Et nous, on vit grassement et on fait aucun effort. On s'augmente éventuellement. Là, ils ont réduit l'augmentation du budget, mais c'est pas une baisse, c'est juste une annulation d'augmentation. Donc, pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat, je crois, et pour l'Élysée. Et donc, c'est complètement... On vit dans un système complètement débile. Non, mais... Et les Français sont dégoûtés. Et je parle avec beaucoup de gens, et les gens sont écœurés. Mais je vous dis, écœurés. On nous demande toujours de faire des efforts, faites des efforts. Et eux, aucun effort. Alors, réduisez le nombre de députés, réduisez le nombre de sénateurs. Mais au-delà de ça, Frédéric... Excusez-moi. Frédéric, au-delà de ça, ils avaient qu'à bien faire leur travail. Moi, je ne suis pas payé pour les conneries de Bruno Le Maire, je suis désolé. Il fallait qu'il gère bien son budget. Excusez-moi. Moi, ils sont sympas, moi. Ils nous disent, tiens, il y a un trou dans la caisse, les mecs. Oui, on va demander à qui? On va demander aux Français. Mais les Français, ils n'ont rien à voir là-dedans. Les Français, ils ont... Dans une entreprise, quelqu'un qui fait une connerie, il est viré. Ah oui, exactement. Quelqu'un dans l'entreprise, et eux, c'est pas... Normalement, c'est l'élection qui permet de passer sur balle neuve. Mais là, ça s'est pas passé comme ça. Mais bon, les ministres sont nommés, ils sont pas élus. Donc, on peut le virer. Toi, le maire, t'as mal fait ton boulot, t'es viré. Toi, ministre du budget, je sais plus son nom, t'es viré. Et il y a que le président qu'on peut pas virer parce qu'il est soumis au vote populaire. Le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, qui est celui qui connaissait le mieux la situation financière du pays, est aujourd'hui directeur de cabinet du Premier ministre. Exactement. Ouais. C'est vous dire quand même là où on en est. Donc c'est bien parce qu'il connaît la situation. Moi, c'est peut-être lui, à mon avis, c'est peut-être lui qui lui a dit. Je vous le dis la vérité. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est catastrophique. Est-ce que juste un ministre peut très bien être poursuivi, ça c'est sûr. Oui, parce qu'il y aura des conséquences. Le seul qui a un totem d'immunité, c'est le président de la République. Mais un ministre peut être poursuivi par la Cour de justice de la République. Voilà. Merci Frédéric d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Et puis continuez ainsi, c'est super bien. On essaye. Merci Frédéric en tout cas d'être là. N'hésitez pas à nous rappeler 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1 et c'est vrai que c'est incroyable. Ce budget, c'est quand même une erreur incroyable. 180 milliards d'euros, il y a 50 milliards de différence. Et on va aller les chercher où? Dans la poche des Français. On va en parler dans un instant. On va vous expliquer encore tout ça. Vous restez avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez comme je vous l'ai dit. 01 80 20 39 21. On vous attend. On est là. On bouge pas. Si on marche sur la tête sur Europe 1 tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous. 17h03, on est sur Europe 1. On marche sur la tête, bien entendu. Et on marche sur la tête avec cette histoire, le dérapage budgétaire. Faire une commission d'enquête parlementaire, apparemment. Même le président du Sénat dit, il cite Adam Manoff et dit on ne nous dit pas tout. S'interroge sur la sincérité. C'est quand même fort. Ça veut dire qu'ils auraient dissimulé ça avant les élections européennes. C'est quand même fou. On ne nous dit pas tout. Non mais c'est fou. Alors vous nous appelez 01 80 20 39 21. On va avoir Stéphane en ligne dans un instant, qui est extrêmement énervé de Bourgogne. On a Samuel qui est là de Strasbourg, mais juste avant Gauthier Lebray, un petit point bien entendu, puisque quand je passe par vous, je suis toujours le plus heureux. Et quand vous passez par moi aussi je suis très heureux. Ça c'est pas bientôt fini. Donc un petit point très rapide pour vous dire que cette commission d'enquête va voir le jour. Il reste 2-3 étapes à franchir, mais il n'y a aucun doute dessus, puisque même Michel Barnier la veut. Donc c'est la commission des finances qui va se transformer en commission d'enquête, présidée par le LFiste Éric Coquerel, avec comme rapporteur Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre pour le camp macroniste. Et ils vont auditionner les uns après les autres, et notamment évidemment la star de ces auditions, ça sera l'ancien ministre de l'économie et des finances, qui a envoyé un texto, comme ça a été rappelé par Valérie la semaine dernière, à un journaliste du service public. La vérité finira par voir le jour. S'il y a une vérité à faire éclater, c'est qu'il y a eu mensonge. On va pas tarder à aller voir chez Bataille et Fontaine cela sur C8. Le rideau. Il y a que la vérité qui compte. Parce que vous ouvrez le rideau, tu vas voir Bruno Le Maire. En fait, tout le monde dit, il y a deux possibilités. L'amateurisme, et ils n'ont pas vu que ça allait totalement déraper. Et comme on ne voit pas 2 points de PIB de plus de déficit, 50 milliards, c'est impossible. Donc, dissimulation, c'est ce que, en tout cas, beaucoup disent, notamment au Sénat. Merci. On a Samuel en ligne qui est avec nous. Bonjour Samuel, qui nous habite de Strasbourg. Je suis bientôt à Strasbourg. Je viendrai vous faire un petit coucou, Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous, Samuel. Vous faites quoi dans la vie? Alors, depuis peu, je suis dans un service commercial d'un traiteur boucherie à Strasbourg. Très bien, d'accord. Je passerai vous voir, tiens. Avec grand plaisir. Je joue au padel. Non, c'est vrai, Samuel? Ouais, je me suis mis il n'y a pas longtemps. Bon, magnifique. Il y a bientôt un très gros tournoi à Strasbourg, P1500. Ah oui? Très gros tournoi, il y a bientôt, là, au mois de novembre. J'y serai. J'amènerai mes saucisses à Strasbourg. Merci Samuel. Samuel, vous vouliez réagir sur cette affaire qui est une affaire d'État, on va pas se mentir. Oui, c'est une affaire d'État. Si c'est prouvé, c'est prouvé, c'est prouvé, oui. Bien sûr. Oui Samuel, on vous écoute sur Europe.
Cyril, je me permets, c'est vrai qu'il y a déjà 2 jours, je voulais vous contacter concernant la crise énergétique. Bien sûr. Donc je me permets juste de faire un petit... mais allez-y, vous pouvez parler de tout, Samuel, au contraire, on tous se rejoint, je vous le dis, de toute façon. Il y a quelque temps, j'avais décidé de reprendre l'affaire familiale qu'on avait en plein centre-ville de Strasbourg. D'accord. Mes parents l'avaient pendant 10 ans, et après moi j'ai repris pour éviter une franchise de plus dans notre ville. En reprenant cette affaire, j'ai dû re-signer un nouveau contrat d'électricité, et mon établissement a été le premier établissement de France où mes factures d'électricité ont été multipliées par 10 le mois. Ça veut dire de 1 500 € par mois, je suis passé à 15 000 € le mois. C'est incroyable. Vous vous rendez compte comment... c'est mort, ça va le terminer. C'est fini. C'est mort. De 1 500 à 15 000 Oui, tout à fait, Cyril. Incroyable. Et donc, je me suis battu énormément. J'ai été soutenu par certains membres politiques de la ville de Strasbourg. En aucun cas la ville. La ville ne m'a pas du tout soutenu. C'est plutôt les partis, l'opposition qui m'a beaucoup soutenu. Et grâce à l'opposition de la ville, j'ai rencontré Bruno Le Maire. D'accord. Donc j'ai rencontré Bruno Le Maire lors de ses vœux à Bercy. D'accord. Donc ça c'est important. Donc j'ai rencontré le ministre, quelques minutes, on a pu échanger. Il était outré, clairement, par la situation. Il dit c'est inadmissible. Vous rentrez à Strasbourg, ça c'est les mots dits du ministre, hein. Vous rentrez à Strasbourg, vous faites un courrier recommandé à votre énergicien et vous leur demandez qu'ils basculent votre tarif aux réglementations de l'État. À l'époque, Cyril, c'était, je crois, 380 €, le prix du méga-kilowattheure. Exactement, oui, c'est ça. Et bien sûr, la ville de Strasbourg, donc l'électricité de Strasbourg, a clairement dit, ce que le ministre dit, nous on le fera pas. On est sur un régime local, donc on ne fera pas ce que le gouvernement nous demande. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, et donc 15 000 €, comment vous faites 15 000 €, vous avez fait quoi? Vous avez mis la clé sous la porte? On n'était pas loin. Alors l'avantage que j'avais, c'est que j'étais en progression par rapport à mes parents. Je faisais à peu près 9% de plus que mes parents en chiffre d'affaires. Donc il y avait un cash flux qui était assez important. J'avais 17 collaborateurs et l'affaire plaisait. L'affaire plaisait parce que vu l'emplacement, on était en hypercentre de la ville. Et donc du coup, j'ai eu un acheteur qui est venu un jour, qui dit ben voilà, je vous rachète. Et ce qui est fou, c'est que lui, il a racheté et il a eu le prix du marché actuel. C'est-à-dire que lui, il paye que de en électricité. Non, mais c'est pas vrai. Et c'est incroyable. Quelle histoire, Samuel. C'est incroyable. Et donc, ouais, tout ça, c'était pour vous dire que on a fait des tables rondes à l'époque avec la préfète. On était venus, on s'était battu avec l'électricité de Strasbourg et ils n'ont rien voulu faire. La seule personne qui a dit, entre guillemets, est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien, Cyril. Mais c'est que le Bruno Le Maire m'a informé de faire comme ça, les choses, pour qu'on puisse revenir à l'état normal. Et malheureusement, ça s'est pas fait. Et on est arrivé dans une situation que j'ai vendue, quoi. Voilà. 17 familles que j'avais dans mon entreprise et que je regrette tous les jours parce que c'est pas ça qu'on souhaite quand on rachète une entreprise familiale, quoi. Restez avec nous, Samuel. On va parler dans un instant. Vous allez nous parler aussi du dérapage de Bruno Le Maire, parce que vous voulez en parler. On a Fabien qui est avec nous, qui nous appelle de Reims. On a Stéphane qui est très énervé, de Bourgogne. Stéphane. Je sais pas si c'est notre restaurateur, Stéphane, qui vient de nous appeler la dernière fois, parce que si c'est lui, Stéphane, c'est toujours un grand moment. Vous restez avec nous sur Europe 1. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. On parle du dérapage budgétaire et de cette catastrophe. Ils se sont trompés de 2%, 50 milliards. Ils ont, franchement, les mecs, je sais pas comment ils font les calculs. Mais vous imaginez, moi, dans ma société, il se passe ça? Il faut faire des points, les mecs. Sur nos fiches de paye? Bah oui, ça serait pour vous. Allez, à tout de suite sur Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h11 sur Europe 1, on est en direct. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. Dérapage budgétaire vers une commission d'enquête parlementaire. Oui, ça c'est sûr. Il va y avoir une commission d'enquête parlementaire. Bruno Le Maire, il est dans quel état là en ce moment, à votre avis, Gauthier Lebret? Parce que c'est chaud pour lui ou pas? Il fuit les journalistes hier. Parce que figurez-vous, oui, il est fuyé tout en les convoquant, vous allez voir. Donc il donne des cours, vous le savez maintenant, à l'université en Suisse. Et cette semaine, il était de passage à Paris. Il a convié des députés macronistes qui le soutiennent dans un restaurant qui s'appelle l'Hémicycle. Et il a fait fuiter l'info à la presse pour avoir
toutes des caméras devant le restaurant pour qu'on puisse avoir des images de Bruno Le Maire soutenu par des députés. Vous voyez, pas un Bruno Le Maire seul, pas un Bruno Le Maire isolé. Non, un Bruno Le Maire avec des gens autour de lui. Ouais, ils ont que ça à foutre pendant que les Français sont dans la merde. Excusez-moi, hein, je parle, moi, vous savez que moi je suis direct. Peut-être cash, oui. Voilà, je suis cash. Vous connaissez, mais je pense que les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, qui nous écoutent à cette heure-ci à 17h02, je pense qu'ils se disent la même chose que nous. On a que ça à faire de faire des photos avec des députés pendant que les Français sont dans une panade totale. Il va bien évidemment organiser sa défense parce qu'il sent bien que les mois qui arrivent pour lui vont être différents à ceux qu'il a connus depuis 2017, puisque c'est un long bail, 7 ans à Bercy. Et rappelez-vous, il avait le verbe haut. Rappelez-vous quand il avait dit qu'il mettrait les Russes genoux à terre sur leur économie avec les sanctions et puis beaucoup d'autres. La seule chose qu'il a mis genoux à terre, c'est lui quand il a fait un footing. Je vous le dis, non mais c'est incroyable. Non mais il va vers des moments difficiles, bien sûr. 01 80 20 39 21. Moi j'ai juste une petite question. Moi il y a un truc qui me chiffonne. Bruno Le Maire est resté très longtemps au gouvernement. 7 ans. Il a tout traversé. Il n'y a pas un sujet là-dessus ? Sûr. Il n'y a pas un sujet, moi je me pose la question, excusez-moi les gars, s'il devait dissimuler peut-être des choses, on pouvait pas le faire partir tout de suite. Non, et il a pris surtout la succession. Tout ça s'est passé cette dernière année. C'est les 9 derniers mois de Bruno Le Maire à Bercy qui sont en cause sur le dérapage budgétaire. Bruno Le Maire, après, il a pas été bon c'est pas pendant la dernière année qu'il a pas été bon, il a jamais été bon. Hein. Alors après, il y avait le fameux quoi qu'il en coûte et les chèques énergie, mais qui partait quasiment plus de l'Élysée que de Bercy. Quoi qu'il en coûte, il a suivi. Et il avait dit, j'ai sauvé l'économie française à ce moment-là. Non, l'économie, il parlait de la matière à l'école. Il parlait pas de l'économie française. Et Antoine Armand, quand il arrive à Bercy et qu'il y a la passation de pouvoir avec Bruno Le Maire, il dit, je mesure la chance que j'ai d'hériter d'un aussi beau bilan. Mais je pense que c'était ironique, forcément. Oui, Fabien Lecoeuvre. Je voulais dire, surtout Bruno Le Maire a succédé au président Macron à Bercy. On oublie de le rappeler. C'est faux. Non, c'est faux. Il a succédé à Michel Sapin. Exactement. Emmanuel Macron a démissionné pour pouvoir mener campagne pour la présidentielle de 2017. Parce que le problème de Michel Sapin, c'est qu'il est obligé de partir tous les Noëls. Le pire, c'est quand Gilles Boulot fait une interview de Michel Sapin. Là où Fabien a raison, c'est la même philosophie politique et économique. Oui, c'est sûr. Voilà, ils ont mené les mêmes politiques. J'ai essayé de sauver le soldat Lecoeuvre. Non, mais c'est les mêmes politiques. Les visages changent, mais c'est la même politique qui est menée. Bien sûr. C'est ça. C'est de François Hollande. Oui, merci, c'est bon, on l'a compris, on va pas parler de François Hollande, ça va, François Hollande aussi. Oui, voilà, merci. Ça laisse sans voix. Samuel est avec nous sur non Quoi Avant, non non, je trouve pas. Samuel est avec nous. Bonjour Samuel, merci d'être avec nous sur Europe 1 17h14. On est en direct. Samuel, vous êtes de retour avec nous parce qu'on nous avait raconté votre histoire qui était incroyable, vraiment, qui résume énormément de choses. Samuel, vous vouliez... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Cyril, aussi, c'est qu'on ne voulait pas que je passe à la télé. Non, la préfecture de Strasbourg m'avait dit de ne pas faire trop de vagues sur le dossier. J'avais envoyé mon dossier, je voulais envoyer mon dossier à Touche pas mon poste pour vous signaler ce qui se passe à Strasbourg par cette monopole de l'électricité de Strasbourg, mais on m'a refusé. On m'a mis une pression en disant de ne pas venir sur votre plateau pour en parler. Sachez-le. Et j'insiste sur ce point parce que j'ai été... après, dans la suite, on a eu des contrôles dans notre plan d'établissement, on a eu l'URSSAF, j'ai eu l'inspection des fraudes, j'ai eu tout le monde. Hein. Incroyable. En moins de 3 mois, j'ai dû avoir les 4 services de l'État. Bref, maintenant c'est derrière moi, mais il faut porter tout ça sur son poids à 40 ans, quoi. Voilà. C'est sûr. Et c'est incroyable, en tout cas, votre histoire. Merci, Samuel, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Et vous m'appelez quand vous voulez. Et si vous voulez venir me voir à la télé, vous êtes le bienvenu, bien entendu, Samuel. Merci pour ce que vous faites, merci pour les Français et merci de nous donner cette libre-échange avec vous pour raconter nos quotidiens de tous les jours parce que ces gens-là, malheureusement, ils savent pas où on en est et c'est bien dommage. Voilà, mais c'est incroyable, mais je vous jure que c'est incroyable ce qui se passe. Hier, on parlait des chiens en Allemagne, on parle également ici, on parle de la télévision. La télévision, ils veulent tout diriger. Ils veulent dire aux Français ce qu'ils vont payer, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils vont penser. Voilà, tout. C'est incroyable. Je vous le dis, c'est incroyable. Voilà. Quand vous avez parlé du Parlement européen aussi, Cyril, à Strasbourg, quand vous avez des sessions parlementaires, il faut savoir que c'est un gain financier qui est extrêmement important. Autant pour les restaurateurs, les hôteliers. Ça aussi, c'est important. Vous en parliez il y a quelques jours en disant qu'on voulait garder les 2 parlements.
Mais Strasbourg, quand il y a des sessions parlementaires, je peux vous dire qu'ici, c'est une autoroute. Hein. C'est très important pour les restaurateurs, pour les hôteliers, pour les commerces de tout genre, parce que il y a beaucoup de personnes en plus dans notre région. Voilà. Merci Samuel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous. Thierry. Et vous venez me voir quand vous voulez. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci. On a Fabien qui est avec nous en ligne. Fabien, voilà, enfin Fabien qui va parler dans l'émission. Merci Fabien. Mais lui sans être payé. Et lui sans être payé. Merci Fabien. Fabien de Reims. Merci d'être là Fabien. Je vous fais de gros bisous. Merci. Et vous êtes enseignant. Merci Cyril. Oui, je suis enseignant-chercheur. Je suis d'ailleurs un collègue à Monsieur le maire, puisque je donne des cours à l'université, en fait. Ah, vous êtes un collègue, oui, mais pas dans le même... Non, pas du tout dans la même université. Non, je suis dans l'université française à Reims. Oui, voilà. Vous enseignez pas comment faire perdre de 50 milliards à l'État. Non, c'est pas mon domaine. C'est pas votre domaine, Fabien. Vous nous écoutez souvent sur Europe 1 ? Ah quasiment tous les jours depuis le début de vos émissions, je vous adore et je dois dire que j'avais pas cette opinion-là de vous quand je vous regardais sur CNews, sur C8 pardon. Merci. Et finalement je découvre en vous quelqu'un qui est très très pertinent et j'apprécie vraiment. Hein. Merci Fabien. La radio le sauve. Vous voulez que je vous dise je voulais que je vous dise Fabien, c'est comme à la télé, il y a plein de gens qui me disent je vous ai jamais regardé, j'ai regardé TPMP. Et en fait, avec tout ce qu'on entend, en fait, je vous jure, hein, c'est ça qui est grave. C'est que même pour moi, parce que on en rigole, mais ce que dit Fabien, c'est extrêmement grave. Parce qu'il y a tellement eu de gens qui ont essayé de nous faire passer pour des abrutis, pour des gens qui faisaient des conneries, qui disaient que des bêtises, qui s'occupaient pas des Français, qui faisaient... Et c'est incroyable. Il y a plein de gens qui me disent, grâce à la radio aussi, j'ai regardé TPMP, et je me suis dit, mais attends, mais c'est plutôt sympa quand émission, ils disent des choses et on apprend des trucs. Et c'est incroyable. C'est exactement mon cas, oui, tout à fait. Je vous jure, Fabien. Et je profite aussi pour féliciter l'ensemble de l'équipe, hein, puisque j'apprécie énormément, que ce soit Monsieur D'Artigol, Monsieur Lebré, Madame Benaïm, Monsieur Lecoeuvre également. Je vous apprécie vraiment. Vous savez, Fabien, on ne peut que l'apprécier, hein, forcément. Le silence est d'or. Merci. Ah oui, le tien il est vraiment d'or. Voilà, pour vous, il est vraiment d'or. Fabien, notre auditeur, j'aimerais discuter un petit peu avec lui et qui nous donne son avis sur ce qui se passe, sur ce qui va peut-être être un énorme scandale d'État, hein. Fabien. Écoutez, moi, je vous appelais tout simplement parce que j'ai été étonné de voir que quand même beaucoup d'étudiants, en particulier les étudiants qui étaient en situation de difficulté économique, alors ça, je l'entends, mais on les équipe de façon très très importante à l'université en leur achetant des ordinateurs, en leur payant des stages. Les étudiants étrangers, c'est également le cas. Et puis, j'ai été creusé un petit peu pour savoir d'où venait tout cet argent, parce que j'ai également des collègues qui ont beaucoup de projets qui sont financés intégralement, qui partent en congrès dans des villes plus ou moins exotiques, avec de l'argent public. Et finalement, je me suis aperçu que donc le budget général en France chaque année, c'est 850 milliards d'euros, tout ministère confondu. Et le découpage est assez étonnant, puisque le plus gros ministère, c'est celui effectivement du budget et des comptes publics, qui est à peu près à 340 milliards sur les 850. Ensuite arrive un peloton de 3 avec, ma foi, le ministère des Armées, le ministère de l'Éducation nationale et puis le ministère des Finances, l'économie et puis des industries. Et juste derrière arrive le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche avec quand même 27 milliards, à égalité avec d'ailleurs le ministère des Solidarités qui est autour de 27 ou 30 milliards, quelque chose comme ça. Et j'avoue que c'est un chiffre très important qui m'a surpris, puisque par exemple le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, c'est seulement 2 milliards. Donc je suis assez surpris de ça, et j'avoue qu'au-delà de ma surprise, je suis un peu même scandalisé de voir que des projets financés intégralement par de l'argent public en fait ne font l'objet d'aucune vérification, c'est-à-dire qu'on ne demande pas à mes collègues de rendre de compte sur le résultat de leurs travaux qui sont pourtant financés par l'argent public. Ça pourrait par exemple demander s'il y a eu des publications internationales qui ont suivi l'investissement d'argent qui a été fait. Ça pourrait être aussi sous forme de, peut-être monsieur ou madame, présentez-nous les applications possibles de vos résultats pour la société. Mais non, il n'y a rien qui est fait. Et c'est sûr. Et c'est assez scandalisant, puisque le montant moyen, par exemple, d'un projet qu'on appelle les projets ANR, Agence nationale pour la recherche, c'est aux environs de 500 000 euros, hein, le financement d'un projet. Et il y a 40% du budget total de l'enseignement supérieur qui passe là-dedans, hein, donc ça fait à peu près 10 milliards d'euros. Donc je vous laisse imaginer qu'il y a beaucoup de projets ANR, Agence nationale pour la recherche, qui sont financés avec des titres exotiques. Je veux par exemple vous citer un titre, c'est la simulation 3D du geste professionnel
comme référence axiologique sur le travail humain. C'est incroyable, Fabien. Je vous jure, ce que vous dites, c'est, je discute avec énormément de gens. Quand on met notre nez dans toutes les affaires, mais vous ne savez pas, on peut même pas imaginer ce que nous dit Fabien, l'argent qui est gaspillé, mais vous pouvez pas savoir, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que si on met notre nez là-dedans, mais c'est pas des milliards, c'est pas 20 milliards. C'est des 50, des 100 milliards d'argent public. C'est incroyable, je vous dis ce qui se passe. C'est ce que je cherche à dire. Mais c'est ça, oui, j'ai compris, Fabien. Mais c'est fou, Fabien, je vous jure que c'est fou. On a l'impression, je sais pas, je comprends pas en fait. Moi, je sais pas, je suis peut-être bête, hein, Fabien, mais moi, je pose la question. On a l'impression que nos politiques sont pas là pour nous aider. On a l'impression qu'ils sont là vraiment. On a l'impression qu'ils aiment nous voir dans la panade, en difficulté, parce que des solutions, faut arrêter. Ne me dites pas que c'est pas des. Il y a quand même des mecs intelligents. Je suis désolé. Alors ils sont intelligents pour trouver des solutions pour donc amener des journalistes devant le restaurant. Mais est-ce qu'ils ont pas des solutions pour aider les Français pour que le pays aille mieux? Je suis désolé. Des mannes financières, il y en a plein. Mais malheureusement ils ne font rien. Ils ne font rien. Je suis désolé. Puis là, il me semble que c'est réellement une question de choix et de volonté politique, et de répartition de l'argent entre les différents ministères qui, à mon avis, n'est pas optimale. Et on pourrait facilement, je crois, avec un petit peu de bon sens, en remettant de l'ordre là-dedans, faire des économies substantielles. À mon avis, il y aurait une politique de bon sens à mener. Maintenir et développer ce qui fonctionne et arrêter ce qui dysfonctionne. Par exemple, vraiment, ce sujet me touche beaucoup. Ils vont réduire les aides à l'alternance. On en a déjà parler. Il y a énormément de responsables d'entreprises, de PME qui disent « Moi, ça va me mettre en pleine panade et en plus, l'alternance a mené vers l'emploi durable. » Donc, mauvaise opération pour les patrons de PME, mauvaise opération pour les jeunes qui n'auront plus de parcours de professionnalisation. Donc ça fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on tape dedans? Alors qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Le crédit impôt recherche, par exemple, il y a 6 milliards à gagner. Il y a aucune... On ne sait pas comment c'est utilisé. Donc, il y a parfois aussi, quand tu dis, Cyril, les politiques, ils devraient regarder, vraiment, mettre tout à plat, une remise à plat de toutes les politiques publiques, et regardez ce qui va pas. C'est fou, je vous jure que c'est fou. Moi, ça me rend fou tout ce que j'entends. Fabien, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 et continuez parce que vous êtes extrêmement pertinent, extrêmement intéressant. Donc merci à vous d'avoir été avec nous sur Europe 1. Vous nous rappelez quand vous voulez. On est là tous les après-midi, 16h, 18h. On est en direct et merci pour votre analyse et voilà, et vos chiffres parce que ça fait du bien aussi d'apprendre des choses sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 18h. Vous nous appelez 01 80 20 39 21. À tout de suite. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 17h32 sur Europe 1. Je voudrais remercier tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous appellent. Vraiment, et je le redis, parce qu'on a eu un auditeur tout à l'heure qui nous a dit j'ai dû changer de prénom pour nous appeler. Sachez que tout le monde sont les bienvenus, sauf si c'est pour nous insulter à l'antenne ou pour dire des inepties pareilles. Franchement, c'est non. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est non. Sinon, vous nous appelez 01 80 20 39 21. Et je voudrais remercier tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous appellent et qui sont à chaque fois, vraiment, je le dis, vous avez du talent, je le dis vraiment, vous nous appelez, vous avez du talent et vous dites à chaque fois des choses extrêmement intéressantes et si on vous prend à l'antenne, c'est vraiment parce que j'aime échanger avec vous et j'aime vous apporter énormément à l'émission et vous m'apportez énormément. Donc merci à vous de nous appeler, continuez à nous appeler 01 80 20 39 21. On marche sur la tête n'existerait pas sans vous, auditeurs d'Europe 1 qui nous appelez et qui nous donnez à chaque fois des bonnes idées ou encore des bonnes analyses comme tout à l'heure. On a eu Fabien et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un Fabien intéressant une fois à l'antenne. Merci. Non, on aura Fabien Lecoeuf dans un instant qui est extraordinaire. C'est plus de 2 millions tous les soirs ce gars. Donc attention, on redescend de 2 étages. Il y a des infos people? Non, des infos, je sais pas de quoi. Il a des infos de chez lui. Apparemment. Merci en tout cas d'être là. Il est 17h33. Merci d'être là. On a Stéphane qui est avec nous puisqu'on parle du budget Gauthier Lebray et c'est vrai que cette affaire de budget 01 80 20 39 21, elle fait énormément parler. Est-ce que Stéphane, c'est mon restaurateur? C'est ça. Oh mon Stéphane, comment ça va? T'es pas encore parti alors? Oh non, il faut vendre avant. Bah oui, écoute. Tu sais qu'ils veulent prendre une plus-value à plus de 100 000 balles pour un truc que tu vends 500 000. Non mais je sais. Et on se demande où passe l'argent des Français. Bref. Stéphane, je viens de recevoir un message aussi d'un pote qui est
je dis pas qui c'est, mais c'est un énorme chef d'entreprise. Enfin, c'est un mec qui a dirigé des très très grosses entreprises. Il me dit, vous savez pas, il me dit, c'est pas 60 milliards qu'on trouve. S'il me dit, c'est un mec vraiment, un bon mec, et il se met dedans, mais il trouve 300 milliards, et il me dit, mais vous vous rendez pas compte de la médiocrité des gars. Il me dit, c'est un mec qui a dirigé des énormes entreprises, sachez-le. Voilà, je peux pas dire. Ils sont très très mauvais au niveau du gouvernement. Non, mais c'est pas possible, Stéphane, sans rigoler. Mais Stéphane, je vais juste te faire un petit truc juste comme ça parce que je voudrais présenter mes condoléances à la famille de Philippine. Merci. Et je veux juste te demander un truc, c'est quand est-ce qu'on met la peine de mort en place? Alors ça, c'est un truc... Une vie prise, une vie enlevée. Ça va soulager tout le monde et tout le monde va arrêter de faire des conneries. Remettons la peine de mort une bonne fois pour toutes en place. Quand tu tues une gamine et que tu l'enterres et que c'est volontaire, meurs. Alors la perpétuité, pour nous, c'est perpétuité réelle. Ça coûte 32 000 balles par mois. Je sais, 32 000 balles par an. Par an, 32 000 balles par an. Et donc tu vas le laisser 30 ans en prison. Alors Olivier d'Artigol, on n'est pas d'accord là-dessus. Hein. Non. C'est-à-dire moi je suis favorable au mouvement historique d'abolition de la peine de mort dans notre pays en 81 et partout aujourd'hui dans le monde, ce mouvement progresse, d'autant plus que ce n'est pas dissuasif. Si vous prenez la carte de la criminalité aux États-Unis avec les différents États, vous voyez que la peine de mort n'a pas d'effet sur le passage à l'acte, puisque les États où la peine de mort existe n'ont pas une criminalité plus faible. Je suis pas d'accord avec vous, Olivier. En tout cas, ça, c'est des statistiques. En tout cas, vous avez le droit de le penser. Moi, je pense qu'un pays civilisé, démocratique comme le nôtre, et c'est un gain civilisationnel de ne pas donner la mort dans ces conditions-là, quand bien même je suis favorable à la perpétuité pour les crimes les plus abjects. Alors, si c'était votre fille demain qui avait été tuée, je pense pas que vous en seriez là et vous auriez même je souffrirais énormément. Exactement. Je souffrirais énormément, mais c'est des questions bien sûr qui touchent à l'intime. C'est un choix, mais c'est des valeurs et un principe que je défends, voilà. Là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. Ça, c'est le premier sujet. Le premier sujet, peu importe quoi, peu importe comment. Une vie prise, une vie enlevée. Alors, ça va soulager la famille. Attendez, Stéphane. Il y a Gauthier qui veut réagir à ça, comme ça, on va avoir son avis. Un argument contre la peine de mort. Je comprends évidemment que quand on a le meurtrier de Philippines qui en plus continue à jouer avec tout ça en refusant son extradition, on ait envie d'y penser. Mais pensez juste à une chose. Un innocent condamné à mort, on peut pas le ressusciter. Donc, juste parce que la justice est faite par des hommes et qu'il y a des erreurs qui sont commises par les hommes, si vous réinstaurez la peine de mort, vous n'avez pas la certitude qu'un jour un innocent ne sera pas exécuté. On le voit aux États-Unis, le nombre d'exécutions qui concernent des gens où on doute de leur culpabilité et où parfois on exécute des gens totalement innocents. C'est pas ce que j'ai dit. Je pense que Stéphane, si je peux me permettre, sur Europe 1, je pense que Stéphane parlait des gens où on est sûr à 100%. Mais ça, on peut pas l'écrire dans le droit. On peut pas écrire ceux dont on est sûr à 100%. Et la justice n'est pas la vengeance. Je suis quand même désolé de vous dire, quand il est jugé coupable, si les faits sont là, l'ADN est là, avec les moyens qu'on a au niveau de la justice et de la police judiciaire aujourd'hui, de prouver qu'il est le tueur de cette femme, de cet enfant, qui a des parents, qui a une famille, la peine de mort devient obligatoire. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, ça s'applique pour tout le monde. Aux États-Unis, ils sont quand même un peu plus que nous. C'est peut-être pas dissuasif chez eux, mais nous sommes 70 millions. Je pense que ce sera énormément dissuasif parce que il y en a quand même assez marre en France d'avoir des petits anges comme Naël et compagnie qui refusent de se faire contrôler, d'avoir des mecs qui tuent sans foi ni loi et personne ne dit rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, juste pour l'AME. Alors attendez, Stéphane, on va en parler de l'AME dans un instant. Vous restez avec nous parce que je sens qu'on va faire tous les sujets. J'adore. Là, Stéphane, on va se régaler jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez donner votre avis aussi sur ce que vient de dire Stéphane, Fabien Lecoeuvre et Valérie Benaïm, bien entendu. Vous restez avec nous. J'aimerais bien qu'il y ait des auditeurs qui réagissent à ce que dit Stéphane également. Et puis on va parler donc de l'AME, c'est notre sujet préféré. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 17h40, on est sur Europe 1, on est bien entendu en direct, vous réagissez 01 80 20 39 21. On est avec Stéphane, notre restaurateur, Stéphane que je connais bien, vraiment, qui est venu me voir dans mes émissions. Et Stéphane, je le dis, quand j'entends parler Stéphane sur Europe 1, quand je l'entends parler, moi Stéphane, je l'ai rencontré il y a quelques années, et Stéphane, c'est un mec qui voulait juste réussir en France. Il a mis tous les moyens de son côté pour réussir. Il a ouvert des restaurants, il travaille
comme un dingue. Et quand j'entends Stéphane me dire, il y a quelques jours, je vais quitter la France parce que je baisse les bras, un mec comme Stéphane qui baisse les bras, qui est un mec qui est un bosseur, qui est un mec qui a un caractère incroyable, et qui marchait en plus, hein, et c'est ça le pire, c'est que c'est un mec qui avait des restaurants qui marchaient, et qui marche, et qui va dire, bah, j'en peux plus, je vais partir parce que je m'en sors pas. Vous vous rendez compte ou pas? Et c'est incroyable. Quand j'entends ça, je me dis, on est quand même très très mal barré. Parce que vraiment, Stéphane, voilà, d'autres auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, je peux vous dire, Stéphane, c'est quand même quelqu'un qui est à l'ANIAC, qui travaille, je me dis, ça c'est des mecs, au contraire, c'est des moteurs pour la France. Quand on perd un Stéphane, on perd un moteur pour la France. Voilà, je le dis. Stéphane, merci d'être là. On perd l'artisanat, surtout, mon ami. Le truc, c'est, tu te rends compte qu'il y en a qui peuvent se faire recoller les oreilles, alors que moi, si demain je suis au chômage, alors que je me prends un salaire et que je paye des charges, j'ai pas le droit au chômage. Ah, bien sûr. Après, on va nous dire non, c'est 5 personnes. Mais 5 personnes, c'est énorme. Tu te rends compte, je suis président de SASU, demain je suis au chômage, il n'y a pas le droit. Bien sûr, je sais. Mais les mecs qui peuvent se faire coller les oreilles pour 12 000 balles, ma foi. Bruno Le Maire, ce mec, revenons à la base de la dette française. Oui. Alors, on a toujours une dette, elle a toujours existé, c'est pas le souci. Qu'on emprunte sur les marchés financiers, c'est normal, ça fait partie du jeu finalement. Mais la dette, elle vient du Covid. Le quoi qu'il en coûte de l'État, on nous a cassé la tête pour se faire des passeports, pour sortir de chez soi, pour sortir le chien, aller se promener dans les bois par nous-mêmes. On a emprunté de l'argent, on a financé des boîtes. Mais tu te rends compte le nombre de boîtes qui ont coulé depuis? Mais je sais. Combien de boîtes ont coulé? Les PGE qui sont attraits à ces entreprises qui ont coulé. Si tu te rends compte, quand même, c'est 380 milliards de dettes aujourd'hui, mais dont 400 milliards de cautionnement. Mais je sais, c'est fou. Donc c'est pas 380 milliards de dettes, c'est 700 milliards de dettes. Oui, c'est ça. Ouais, on va le trouver où l'argent? Je suis quand même désolé, elle fait quoi la Cour des comptes? Ils servent à quoi? Les mecs qui branlent rien. Il n'y en a pas un pour relever l'autre, du président mais tu te rends compte le nombre de ministres, de députés, de sénateurs qu'on a, mais tu te rends compte la capacité financière, c'est une folie. Il faut arrêter. Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre pour les cons. Alors, on en a marre de payer. Olivier d'Artigol, quand vous entendez Stéphane? Non mais je comprends une partie de la colère, notamment sur la manière dont la crise Covid financièrement, puis après la crise énergétique, où on a mis 81 milliards a été gérée, dont 30 milliards pour les énergéticiens qui ne la produisent pas, cette électricité. Mais je ne suis pas d'accord sur la Cour des comptes. La Cour des comptes peut rendre des rapports qui justement éclairent certaines gabegies et font des propositions alternatives pour une meilleure gestion publique. Et je ne mettrai pas l'ensemble des politiques et des parlementaires notamment, des élus dans le même panier, parce qu'il y a un très grand nombre qui sont... Oui, mais je vous réponds juste. Il y en a un très grand nombre qui sont... Il y a un conseil constitutionnel, ça fait rien. Qui sont de très grande qualité. Une Cour des comptes qui ne fait rien. Une chier de députés, de sénateurs qui se regardent en chien de faïence, qui s'aboient dessus comme des cabots, mais il n'y en a pas pour relever l'autre. Au final, il n'est pas d'accord avec vous, d'Artigol. Juste répondez à Stéphane, qu'est-ce que vous dites quand il dit ça? Concernant la classe politique, il y a en effet, notamment sur les rangs des insoumis, et cette bordélisation du Parlement, des choses insupportables qui font honte au mandat parlementaire, mais il y a des parlementaires de très grande qualité qu'on connaît, qui sont des personnes ressources sur des sujets. Je vois De Courson, qui est le rapporteur général du budget, c'est quelqu'un qui est remarquable sur la connaissance des finances publiques. Il y a, je pourrais vous prendre plein d'exemples sur les questions agricoles, sur les questions médicales, sur les questions énergétiques. Vous avez un sénateur, par exemple Fabien Gay, qui est un sénateur qui connaît très bien ces sujets-là. Donc, il faut se garder, même si vous êtes très en colère, de mettre tout le monde dans le même sac. Alors, j'ai un SMS d'un ami. Alors, je vais vous le lire. Voilà, c'est un ami qui, je vous le dis, qui a dirigé des grandes entreprises. Il me dit, on a un écart de dépenses de 10 points avec nos voisins européens, soit 285 milliards. L'Italie qu'on critique est un énorme exportateur et sa balance commerciale, c'est plus 81 milliards. Nous, c'est moins 150 milliards. Et il me dit, le maire a déclaré 450 000 euros de patrimoine à 56 ans et il est ministre des Finances. Quand t'es aussi nul pour toi-même, c'est peu te dire. C'est très drôle. Il sait parce que c'est qu'un hectare, ça va être compliqué de savoir calculer le budget de la France. Non, je veux dire, à un moment donné, il sait pas ce que c'est que 1000 mètres carrés. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais ce monsieur a plombé la France. Emmanuel Macron est autant responsable que Bruno Le Maire, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même Emmanuel Macron qui chapeaute Bruno Le Maire. Soyons conscients. Je suis quand même navré de vous dire qu'à un moment donné, c'est de gabegie financière. Alors, qu'il y ait des dépenses,
je comprends, il y a des frais de structure, j'entends, il n'y a pas de souci. J'ai pas dit qu'il avait tout fait mal et que les députés, que tout le monde a été à mettre dans le même sac. Je suis quand même désolé de vous dire qu'à un moment donné, un mec qui touche 5 000 balles par mois, moi je travaille tous les jours, moi je rapporte de l'argent à l'État tous les jours, moi je paye des cotisations tous les jours. Ils rapportent quoi, eux, à la France? À partir des conneries toute la sainte journée et ne rien faire. Si on est à 60 milliards de dettes aujourd'hui et si vous trouvez 60 milliards au budget, avec tout ce qu'on a en dette, vous trouvez que ça c'est du travail? Mais merde, si moi demain j'avais 1000 balles de dépenses ou un découvert ou une dette de quoi que ce soit, je me ferais redresser. Mais eux sont jamais redressés, on leur dit jamais rien. Et toi t'es comme un connard à bosser 24 heures sur 24, à demander comment tu vas t'en sortir pour payer quoi? C'est plus possible. Alors à un moment donné, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez dire, je veux pas savoir. Je suis la France, nous sommes la France, nous les travailleurs, nous les artisans, les Français en général, on paye des taxes, on paye de la TVA, on paye sans arrêt. Un politicien ne sert à rien s'il ne fait rien. Non. Que ce soit Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, n'importe quel député, de gauche, de droite, de l'extrême gauche, de l'extrême droite, je m'en fous. C'est quand les solutions? C'est quand les résultats de cette politique de 40 ans et de 50 ans de dépenses sans nom? Moi, ce qui me dérange, Stéphane, et je le dis sur Europe 1, 17h46, on est bien entendu en direct, on parle de cet énorme dérapage budgétaire. Moi, ce qui me dérange, c'est on nous demande de payer pour les erreurs qui ont été faites et pour la mauvaise gestion. Moi, ça me rend fou, Stéphane. Je suis désolé. C'est encore nous qui allons payer. Mais non, mais les mecs ont été nuls. Ils ont mal géré. Mais les mecs, nous, on veut pas le savoir. Bah, vous savez quoi? Vous coupez toutes vos dépenses. Je m'en fous, moi. Voilà. Vous coupez tout ce qui est possible chez vous. Voilà, vous avez, c'est tout, c'est clair. La première chose que je fais, vous coupez tout. Voilà, terminé. Il voulait pas couper, il voulait augmenter, je vous rappelle. C'est sûr. Déjà, moi, je suis responsable. Bien sûr. Déjà, ils coupent tout chez eux. Je vous le dis, et prenez des mesures drastiques. Vous dites, voilà, il y aura le budget, le budget de l'État et le budget de l'Assemblée nationale, le budget du Sénat. Ça devait être plus 10 millions pour l'Assemblée, plus 6 pour le Sénat et plus 3 millions pour l'Élysée. Ils ont renoncé parce qu'il y a eu une petite polémique, excusez-nous, dans les médias. Voilà. Mais si les médias n'avaient pas mis le doigt dessus, vous inquiétez pas, les enveloppes arrivaient. Comment tu veux expliquer aux Français, qui travaillent tous les jours, qui déjà ont des énormes difficultés, leur dire bon, les gars, excusez-nous, on a fait une erreur de 50 milliards, on va venir les chercher chez vous. On est vraiment désolés, les mecs. Vraiment, on avait dit que c'était 128 milliards le budget annoncé, finalement c'est 180. Donc il y a une petite erreur de 52 milliards. Est-ce qu'on peut passer parmi vous avec un petit chapeau pour prendre ce qu'il y a à prendre? Non mais les mecs, non mais sans rigoler, c'est une farce. Excusez-moi, c'est une farce. C'est un truc de fou, Stéphane. Attends, c'est juste le haut de l'iceberg. Ah oui. Aujourd'hui, on est sur 60 milliards à trouver. Attends qu'on mette le nez dans les vrais comptes de l'État. C'est pas 60 milliards, mon ami. C'est 3 fois plus. La France, aujourd'hui, est ruinée. Les entreprises vont couler à tour de bras. Je t'explique qu'aujourd'hui, les tribunaux de commerce sont saturés. De liquidation judiciaire. Les pauvres, c'est vrai que je voulais dire. Et on tape souvent, et beaucoup de gens tapent sur les juges, sur les magistrats, etc. Je peux vous dire qu'ils sont débordés, vous vous rendez pas compte. Ils ont des piles de dossiers, de 200 dossiers. Vous avez raison, le tribunal de commerce, par exemple, c'est un autre exemple. C'est affreux pour eux. Les mecs, comment vous voulez qu'ils s'en sortent? Bah oui. Comment tu veux que ça tourne correctement? Rien que par la bêtise de l'État et la mauvaise gestion de l'État, ça met du travail supplémentaire sur la justice, surtout les tribunaux de commerce et compagnie. Ah, bien sûr. Dans la restauration, je te disais, là, il y a quelques temps, depuis 2022, on a fermé 60 000 restaurants. On était 186 000, on est plus 116 000. Stéphane, tu vas voir ce qui va se passer avec les boulangeries, là. Là, tu vas voir. Là, ça va être là. Mais on va tous claquer. Mais moi, je m'en vais à Bali ou en Indonésie. Pourquoi? Parce que la fiscalité là-bas, c'est 4-5. Ouais, c'est sûr. Tu vas travailler en Suisse à côté de chez moi, les charges patronales, c'est 7%. Mais ma foi! Mais les mecs, ils ont des salaires, ils sont serveurs à 4000 balles. On n'est pas capable de donner 2500 balles à un serveur chez nous. Stéphane, on nous dit toujours, on va prendre exemple sur ce qui se passe à côté. On prend des exemples qui sont mauvais. On prend que le mauvais de ce qui se passe ailleurs. Non mais c'est fou. Même les Chinois augmentent leur salarié maintenant. En Italie, les gars, l'Italie, je vous le dis. L'Italie, ils vont nous mettre une grosse claque, les gars. L'Italie, c'est en train de devenir très fort. Croyez-moi, il y a énormément de gens qui se barrent en Italie. À l'Italie, ils ont une politique qui n'est plus la nôtre. On a eu une très belle politique dans tous les domaines. On était une des plus grandes puissances mondiales. On était 5e puissance mondiale pendant des années. Aujourd'hui, nous sommes l'Éthiopie de la France parce que la politique, et je réitère, est un cancer pour les Français. Ça ne changera pas. L'Italie, ils étaient à genoux. L'Italie, ils étaient à genoux, les gars. Aujourd'hui, l'Italie, je vous le dis, vous allez voir, ils sont en train ils vont au niveau européen, ils vont passer devant tout le monde. Je vous le dis, c'est un truc de fou. Ce qui se passe là, tout le monde part en Italie,
tous les mecs qui ont l'argent partent en Italie. Je vous en ai parlé il y a un instant du commerce extérieur. La balance est positive. C'est un pays attractif. Je vous le dis, c'est un pays attractif. Là, ils étaient morts. L'Italie, voilà. Et nous, on dort encore. Voilà, Cyril, encore une petite. Cyril. Oui, allez-y, Stéphane. Ouais, juste un petit truc comme ça. On nous a fait. Moi, je voudrais quand même revenir sur la crise du Covid. Oui. On en a eu. On a eu plein la tête. On a dépensé de l'argent, emprunté de l'argent, sacrifié beaucoup de choses. On en est où aujourd'hui? Non, mais est-ce qu'on n'a pas surestimé? Est-ce qu'on n'a pas surestimé le Covid? Je pose la question. À l'époque, le monde entier a fait ça. Non, pas le monde entier. À l'époque, si. Pas le monde entier. Pas le monde entier. Pas le monde entier. En tout cas, pas le monde entier a fait le quoi qu'il en coûte. Ça, c'est sûr. Mais le quoi qu'il en coûte a aussi sauvé des entreprises. Aujourd'hui, on est rattrapé par le quoi qu'il en coûte. Attendez. Je vais vous dire, elle a sauvé des entreprises. Ponctuellement, parce qu'aujourd'hui il y a PGE à tous les PGE, toutes les entreprises. Il faut les rembourser. Moi, j'ai aidé une entreprise là, qui ne s'en sortait pas avec le PGE et qui m'a dit sinon terminé, clé sous la porte, c'est terminé. Donc là c'est maintenant. C'est maintenant qu'on voit le résultat du quoi qu'il en coûte, et c'est là que ça tombe tous les jours. Tous les jours, il y a des entreprises qui tombent. C'est tous les jours. Et ça tombe avec les PGE, les gars. C'est ça, exactement. Ça tombe avec les PGE. Qui c'est qui paye, puisque c'est garanti à 90% par l'État et par les banques. Je vais dire, moi, mon banquier, je cite pas la banque pour pas faire de pub, mais mon banquier me dit aujourd'hui, c'est non pour tout ce qui est restauration, hôtellerie et compagnie. Tu peux venir avec 500 000 balles, si t'es pas du métier, je te prête 0, d'accord, et on n'en veut plus. On n'en veut plus. C'est terminé, les métiers de bouche, c'est fini. Il y en aura plus. Vous vous rendez compte, métier de bouche, c'est fini. C'est des grosses banques, les mecs ils en veulent plus. Non, mais de toute façon, Stéphane, à ce rythme-là, on va manger que des trucs pourris, parce que les agriculteurs vont plus être là, les restaurateurs qui font. Aujourd'hui, elle est habituée à des fast-food, du kebab et compagnie. Aujourd'hui, tu comprends que la jeunesse des 25 à 40 ans sont habitués à une certaine nourriture. On les habitue à manger des pizzas, des hamburgers, des kebabs et en veux-tu en voilà. Aujourd'hui, le restaurant traditionnel que tu faisais volontiers avec ta femme, c'est terminé. Donc n'oubliez pas, la Pizza Hut deviendra la référence, j'exagère le terme, mais deviendra la référence de la gastronomie française dans les 10 ans à venir. Merci Stéphane. La restauration, c'est fini. C'est fini. Stéphane, la boulangerie, le pain bien fait, les croissants, c'est fini. Oublie ça, Stéphane. Ça va être que des grosses chaînes maintenant, ça, je te le dis. Merci Stéphane. Stéphane, parce que Stéphane, il faudra que tu me rappelles demain, parce qu'il me reste 10 secondes pour te dire au revoir. Mais je te fais d'énormes bisous. Merci. Et vous me rappelez demain, Stéphane. Je l'adore, Stéphane. Merci d'avoir été là. On était sur Europe 1. Franchement, quelle émission encore. Merci à vous d'avoir été avec nous, à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Merci à toute l'équipe, bien entendu. Et merci au public qui est dans Régie. Merci à tous.